Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'immobilier mais sous un angle différent. Voulez-vous connaître les secrets de niches encore peu exploités et pourtant qui ont un réel potentiel? Aujourd'hui je voulais vous présenter Jean Baudin, qui est un ami, qui est aussi un investisseur et un homme qui va là où les autres ne vont pas, comme moi. C'est vrai, c'est un peu mon défaut, entre guillemets, mon défaut, mais qui fait aussi ma qualité, c'est que je n'aime pas faire comme tout le monde. Je fais souvent des choses différentes et je pense justement qu'il ne faut pas faire comme tout le monde si on va avoir des résultats qui sont différents de la masse. Tout à fait. Vous êtes sur Business We Like. Merci de me suivre. Merci d'être avec nous un beau matin de septembre. On a la chance avec Jean d'être à Milan pendant la semaine de mode, mais on est là pour travailler avant tout. C'est ça, exactement. Alors Jean, pourrais-tu te présenter brièvement? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à l'immobilier? Non seulement intéressé, mais tu as explosé tes résultats dans les années qui ont suivi. Alors, pour me présenter, donc je m'appelle Jean Baudin, j'ai aujourd'hui, au moment où on réalise cette vidéo, 36 ans. Je suis papa de deux petits garçons et je vis aujourd'hui de mes revenus immobiliers. Je suis entrepreneur également. Ce qui fait que je me suis intéressé à l'immobilier, c'est qu'à cette époque, au moment où j'ai commencé de m'intéresser à l'immobilier, j'étais encore employé. Je travaillais chez un éditeur de logiciels où je vendais des logiciels de finance, de comptabilité, de ressources humaines. Bon, des choses qui ne sont pas toujours très drôles, très Oui, funky. oui, oui, oui. Et du coup, je gagnais plutôt correctement ma vie, sans être exceptionnel, mais j'étais quelque part dans la moyenne. Et un jour, mon employeur a revendu son entreprise à une plus grosse entreprise D'accord. que j'avais déjà quittée précédemment parce que oui. je ne me plaisais pas dans ce contexte-là. Donc il a revendu cette entreprise à l'entreprise dans laquelle je travaillais avant. Je ne me retrouvais pas dans ce contexte, j'étais pas à l'aise. Et je me suis dit à ce moment-là, mais il faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que cette situation, elle va peut-être se reproduire. Peut-être que si je quitte mon travail pour aller ailleurs, mon employeur va encore revendre. Il peut y avoir un changement de management, un changement de direction, enfin tout peut changer. Mais en fait, je ne maîtrisais pas vraiment mon avenir. Du travail. Voilà, je ne maîtrisais pas du tout ça. Et je m'intéressais déjà à l'immobilier parce que c'est quelque chose sur lequel j'avais de l'aspiration, ça me plaisait, ça m'intéressait. Mais je dirais qu'à ce moment-là, je n'avais pas trouvé le truc. Parce que quand je recherchais des biens immobiliers, moi qui vis à Lyon, je recherchais des biens immobiliers sur Lyon, d'un point de vue rentabilité, ça passait pas. Donc je trouvais des biens, mais qui m'apportaient pas suffisamment de rendement pour pouvoir me créer des revenus avec l'immobilier. Et donc j'ai participé à pas mal de séminaires, des conférences, j'ai lu des bouquins, j'ai rencontré plein de gens. Et je dois dire qu'on apprend vraiment en côtoyant des gens, en rencontrant les gens, en échangeant. Et je rencontre quelqu'un qui me dit, mais en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu achètes des apparts et tu les divises. Donc ouais, mais je voyais pas trop. Je comprenais commercialement comment ça pouvait se passer, que ça pouvait être beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, quand tu achètes au prix de gros, tu achètes beaucoup moins cher que si tu achetais au détail ou des petites surfaces. Donc ça, c'est une règle de commerce qui se vérifie partout dans n'importe quel domaine. Et surtout que tu payes une fois les frais de notaire, tu ne les fais pas 10 fois. Il y a plein d'avantages, tu payes une fois les frais de notaire effectivement, mais au niveau du temps, tu gagnes énormément de temps aussi. Tu achètes un bien une fois et puis peut-être que tu le divises en deux, en trois ou en plus, j'en sais rien. Et du coup, tu fais plusieurs opérations d'un coup. Tu gagnes financièrement parce que c'est beaucoup plus intéressant d'acheter de cette manière. Et donc, je voyais pas trop le truc à ce moment-là. Je me disais, mais comment tu fais? Déjà rien que par rapport à la porte, je comprends pas. Tu crées une deuxième porte, tu vois, c'était un peu flou pour moi. Et on m'a dit, mais non, tu laisses ta porte et puis tu crées un petit sas d'entrée à l'intérieur qui redirige vers deux espaces différents une fois entré. Et là, je sais pas, ça a fait un déclic en moi. Je me suis dit, mais ouais. Elle a raison. Ouais, alors bien sûr, il y a plein d'autres choses à creuser, plein d'autres choses à vérifier, etc., etc. Mais je dirais que c'était le point de départ pour moi qui fait que je me suis intéressé à la division d'appartements. Oui, c'est parti d'une rencontre. C'est parti, en fait, c'est vrai que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu le fruit du hasard, le fruit des rencontres, des discussions que je peux avoir avec des personnes. Voilà, il faut peut-être parfois saisir les opportunités et peut-être se projeter, être imaginatif, créer des choses un peu nouvelles. En tout cas, c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est ce qui m'arrive depuis toujours dans le domaine de l'immobilier. Mais si je peux me permettre, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Tu l'aurais rencontré 2 ans auparavant, peut-être que tu n'aurais pas été dans ces dispositions d'esprit pour foncer. Là, c'est venu au bon moment. Ouais, tu es prêt. tout à fait, ouais, je suis assez en phase avec ça, c'est tout à fait possible. Et donc voilà, j'en arrive à la division d'appartements, la division
J'ai appris beaucoup de choses sur le terrain, Mm. parce qu'entre la théorie et ce qui se passe sur le terrain, il y a un gap, hein, c'est pas tout à Exactement. fait la même chose. J'ai appris beaucoup de choses, je n'ai pas forcément fait tout bien au départ. Euh, c'est rien de grave, hein, tout se Oui, corrige après par la suite. mais Là tu as aujourd'hui, osé c'est... faire. Et c'est Oui, déjà un grand pas. et heureusement, j'ai fait des erreurs, j'ai beaucoup appris, mais je dirais que si j'avais pas fait ces erreurs, j'aurais rien fait, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc Complètement. faire des erreurs, c'est pas grave. Il n'y a rien qui est grave, on va pas. Enfin, On va pas ça se mourir. corrige, voilà, on va pas mourir, Voilà, il y a des ça choses se plus grandes corrige. que d'autres. Ce qui est important, c'est de faire un pas en avant vers nos objectifs. Exact. Voilà, ceux qui attendent et qui se perfectionnent et qui espèrent le coup parfait, au final, 10 ans plus tard, ils Rien sont n'est plus- jamais parfait. Exactement. Rien n'est jamais parfait, en tout cas c'est ce que je pense. Et je pense qu'il faut essayer, il faut faire des choses, sinon il ne se passera jamais rien, ça c'est sûr et Exactement. certain. Merci Voilà. beaucoup, Jean. Alors, tu t'es spécialisé dans la division, Oui, dans la location courte durée et Oui. dans la sous-location professionnelle. exact. À part la location courte durée, les deux autres catégories sont très peu connues. Hmm. Est-ce que tout le monde, et est-ce que c'est facile de faire de la division? Quels sont les points vraiment à ne pas négliger? Alors il y a pas mal de points à vérifier. Je peux pas te dire que c'est hyper facile, Oui. c'est pas non plus difficile. Si tu sais ce qu'il faut vérifier, si tu sais ce qu'il faut faire, il n'y a pas de raison que tu peux diviser assez facilement entre guillemets. Mais oui, il y a des points à vérifier déjà au départ. Quand tu fais une visite, c'est vérifier les ouvertures, où est-ce qu'elles sont situées, vérifier les évacuations, où est-ce qu'elles sont situées. Donc ça c'est la partie technique. Il y a aussi la partie légale à vérifier. Si tu investis en copro ou pas en copro, qu'est-ce que dit ton Oui. règlement de copro? Si t'es pas en copro, le sujet est quand même beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, au niveau de la division, on peut diviser des apparts, on peut diviser des maisons, on peut diviser des terrains, on peut diviser C'est vaste. n'importe quel bien Ouais. immobilier en fait. Et en fonction des biens immobiliers qu'on va diviser, le contexte est différent, donc les règles sont parfois différentes. Parfois, on pense qu'investir par exemple dans une maison, c'est simple, mais il y a aussi des maisons qui sont situées dans des copropriétés. Donc il faut être vigilant sur le règlement de copropriété. Il faut être vigilant aussi sur l'urbanisme, ce que nous demande l'urbanisme, ce qu'indique le PLU. Est-ce qu'il faut créer des places de parking ou pas? Il y a différents éléments comme ça qui sont à vérifier. On a une checklist, en fait, on vérifie chaque point. Et si ça rentre, on peut y aller. Si ça rentre pas, on passe à un autre bien, tout simplement. Très bien. La division, est-ce que tu penses que on peut en faire dans toutes les villes de France? Est-ce que tu penses que il y a des éléments qui peuvent augmenter encore plus notre rentabilité en dehors de la division? Alors, d'un point de vue technique, on peut en faire dans toutes les villes de France. C'est pas un Oui. sujet. Après, ça dépend ce que tu entends par division. Si c'est diviser un terrain, par exemple, franchement, je pense que n'importe où en France, ça peut être intéressant. Diviser un appartement, comme moi j'ai pu le faire, je pense que c'est surtout intéressant dans les villes où le prix Oui, d'achat est assez élevé. Pourquoi? Parce que faire une division, ça représente aussi un coût au niveau des travaux. Et si tu te mets à faire des travaux à un prix plus élevé que le prix du foncier, là dans ce cas-là, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc je pense que dans les villes moyennes grandes, c'est extrêmement intéressant. Dans les petites villes où le prix du foncier est inférieur au prix des travaux, pour moi il n'y a pas d'intérêt. Autant acheter un bien directement tout fait d'une petite surface. Pas d'intérêt d'aller sur des gros biens. En revanche, dans ces petites zones, pourquoi pas diviser un terrain ou acheter une maison qui a un grand terrain, diviser le terrain, oui. garder la maison, revendre le terrain, ou alors revendre la maison et faire construire sur le terrain. Après, ça dépend des projets, de ce que Exactement. chacun veut faire, mais Ça peut plein de rentabiliser possibilités. une grande partie d'une future construction ou ça peut même Oui. faire une maison gratuite. C'est ça, moi c'est exactement tu vois, mes artisans qui sont aussi là-dedans, eux chacun d'eux ont acheté une maison avec un terrain, ils ont découpé le terrain, ils ont revendu le terrain et ça paye la maison. Et s'ils revendent la maison, là c'est le jackpot et en plus ils revendraient leur résidence principale puisque c'est leur maison. Voilà. Donc on peut faire des choses vraiment très sympas avec la division. Donc à creuser, Mm. vraiment. La location de courte durée, après une réglementation de plus en plus stricte, il y a beaucoup de personnes qui se sont retirées. Mhm. Est-ce qu'à ton avis, il reste encore intéressant Mhm. de faire ce genre d'exploitation et surtout comment s'organiser pour ne pas y passer ses journées, ses Mhm. nuits? Alors, la location courte durée, beaucoup de gens se sont retirés. D'après ce que tu viens de me dire, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Parce que ces personnes qui se sont retirées, si elles se sont retirées à cause de la réglementation qui se durcit, qui s'est durcie, c'est parce qu'elles n'ont pas fait les choses dans les règles du départ.
Parce que quand tu fais les choses dans les règles du départ, tu fais différentes déclarations auprès de l'urbanisme et du coup tu obtiens un droit, ça s'appelle pas comme ça, mais Oui, quelque part c'est un droit qui te permet d'exercer cette activité. Ce droit, il n'est pas rétroactif, c'est-à-dire c'est un peu comme le permis de conduire. oui, Quand tu passes ton permis de conduire, tu l'obtiens. Si demain les règles pour obtenir le code ou le permis changent, on ne va pas te retirer ton permis ou te demander de le repasser. C'est exactement pareil en matière de location courte durée. Si tu as fait les démarches nécessaires avant le passage de cette réglementation, que tu as obtenu tes autorisations, on ne peut rien te faire, on ne peut rien te dire, tu as tes autorisations, on ne peut pas te l'enlever. d'accord. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que les personnes qui se sont retirées à cause de ça sont des personnes qui déjà n'étaient pas dans la légalité. Donc ça c'est le premier point. Personnellement, ce qui me concerne, tout a été parfaitement déclaré au service de l'urbanisme avant. Donc des biens que je possède et qui sont à Lyon ne sont toujours exploités en location courte durée et ça ne me pose absolument aucun problème. Je suis parfaitement en règle avec ça. Je pense que c'est surtout le point, une obligation d'achat d'une surface de compensation. Oui, alors ça, justement, j'allais y venir. Dans certaines villes de France, on demande une surface de compensation lorsque tu exploites un bien en location courte durée. Alors, qu'est-ce que c'est demain? Parce que tout le monde, je pense, ne maîtrise pas ce Ouais. sujet. La surface de compensation, c'est en fait la mairie, l'urbanisme va estimer que, étant donné que tu exerces une activité de location courte durée dans un bien, tu supprimes une habitation. Donc on va te demander de recréer une surface habitable dans un bien qui n'est à l'origine pas destiné à une habitation. Dans une zone tendue, là où il y a une pénurie de logements. C'est Souvent. ça, ils vont estimer ça, donc ils délimitent des zones par rapport à ça. On va te demander par exemple si tu achètes un appartement et que tu fais une location courte durée, il faut que tu achètes un local commercial et Voilà. que tu le transformes en habitation. Donc c'est un peu idiot. Et le co-rentabilité est complètement Ça, il faut pas le faire. Franchement, il faut pas le faire. Alors, tué. sauf exception, il n'y a jamais de règles, mais il faut étudier chaque projet indépendamment. Mais autant du coup acheter un local commercial dans lequel tu pourrais directement effectuer cette activité plutôt que faire cette transformation. Cette surface de compensation, personnellement, j'ai des biens qui sont dans cette zone de surface de compensation qui ont été déclarés avant, où D'accord. où on ne demandait pas cette surface de compensation. Donc là, je suis tranquille, on ne peut rien me demander. Ces zones, alors on entend beaucoup parler de Paris, Oui. de Bordeaux, d'une partie de Lyon, mais je dirais que c'est pas non plus un sujet, c'est pas vraiment un problème parce que la règle on la connaît, elle est claire, elle est définie. On te dit que dans cette zone-là, on va pas dire que tu n'as pas le droit, mais sous condition, tu peux faire de la location courte durée. Si c'est trop contraignant, tu le fais pas et tu sors de cette zone. J'ai aussi des biens qui sont hors de cette zone, ils se louent très bien. Ils se louent très bien. Donc pour moi, c'est pas vraiment un sujet. C'est un peu embêtant, etc. Surtout, les médias essayent de faire peur parce que du coup, depuis qu'on entend parler de ça, il y a un peu tout et n'importe quoi qui circule sur Internet, dans les médias, etc. Donc, les gens sont un peu perdus, ont peur. Ils ont réussi à faire peur, mais il faut juste respecter la réglementation. Et la réglementation, elle est contraignante dans ces zones. Sors de ces zones. Si c'est trop contraignant, on ne le fait pas ici. Surtout valider la demande. C'est une réelle Oui, demande. Bien sûr. Bien Et sûr. à partir de là, on peut tout faire du moment où on le fait correctement, au-dessus de la concurrence et avec un budget maîtrisé. Pour la valider la demande en location courte durée, il y a un truc super simple. Tu regardes s'il y a un hôtel dans le coin. D'accord. Tu sais que s'il y a un hôtel, tu étudies un peu son activité, mais si cet hôtel accueille des personnes, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a une demande. Donc toi, en ayant un bien dans cette zone-là, tu vas simplement capter une partie de cette demande. Rien qu'en ayant ton annonce sur les sites d'annonce, tu vas être référencé à peu près au même endroit que les hôtels. Tu vas capter une partie de cette demande, sachant que toi, si tu as un bien, tu as un seul locataire à trouver par nuit. L'hôtel, il en a peut-être 10, 15, 20 en fonction de son nombre de chambres. Donc forcément, tu vas réussir. Et surtout s'il y a une proximité de gare ou de transport. Oui. Alors les gares, les ça transports en facilite. commun, les zones touristiques, Ouais. sachant que la location courte durée est souvent assimilée à touriste, mais Oui. il y a beaucoup de clientèle business aussi, de gens qui se déplacent. Par exemple, nous on est ici aujourd'hui, alors vrai. on va voir comment on peut interpréter ça, mais c'est pas non plus, on est venu aussi pour travailler, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc il n'y a pas que les touristes qui viennent pour des vacances, il y a aussi plein d'activités. L'hôtel ne vit pas que du tourisme, il vit aussi de toute l'activité qui se passe au quotidien. Donc la demande elle est là. Très bien, très intéressant. Merci Jean. Et dernier point, la sous-location professionnelle. Alors déjà, sous-location, c'est vague, c'est obscur, c'est borderline. Beaucoup de personnes se demandent est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit. Mais alors, sous-location professionnelle, là, je pense qu'on perd la majorité du public. Est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu sur le sujet? Bien sûr, en fait, la sous-location de base, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de louer un bien et de le relouer
plus cher que le prix auquel on le loue pour se dégager une marge. Ok. Il y a plusieurs règles à respecter pour le faire correctement. Déjà, il ne faut surtout pas le faire avec un bail d'habitation classique, type loi juillet 89. Ça, c'est simplement. Alors, je ne vais pas te dire interdit parce que tu as le droit de le faire, mais tu n'as pas le droit de gagner de l'argent avec. D'accord. La Donc, loi de juillet 89 interdit de gagner de l'argent comme ça si tu es soumis au baux d'habitation. Donc, il faut le faire déjà avec un contrat spécifique qui te permette de déroger à cette règle. voilà, de ne pas rentrer dans cette loi des baux d'habitation, de le faire de manière différente pour pouvoir en exercer une activité commerciale. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut absolument l'accord du propriétaire. Ça, c'est Écrit. absolument indispensable. L'accord écrit, il vaut mieux. De toute façon, c'est absolument indispensable parce que, étant donné que tu sors de ce cadre des baux d'habitation type loi juillet 89, comme je te l'indiquais, on va signer un autre type de bail avec le propriétaire qui fait que forcément, il est au courant et il est d'accord avec cette pratique. Donc forcément, le propriétaire est informé. Il y a un bail écrit entre le locataire et le propriétaire qui fait que tout est parfaitement clean. Donc autorisation du propriétaire obligatoire, bail spécifique à valider obligatoire. Auprès d'un avocat spécialisé. Alors moi personnellement, c'est comme ça que j'ai fait, c'est-à-dire que je suis allé voir un avocat parce que quand j'ai commencé, j'étais comme tout le monde, je ne connaissais pas ce modèle, je ne savais même pas qu'il était possible de le faire. Je me suis bien renseigné et j'ai un avocat qui m'a créé un bail spécifique pour encadrer cette activité, qui m'a créé mon activité autour de ça et tout a démarré comme ça. Très bien. Et la sous-location professionnelle, est-ce qu'on doit être en société? Quel type de société pour exercer cette activité? Alors, de mon côté, j'ai créé une SAS. D'accord. Tu peux aussi le faire avec une SARL. Moi, j'ai une vraie société, en tout cas, qui permet d'encadrer cette activité. Et une SCI à l'IS? Non. Disons que la SCI, c'est plutôt dédié aux propriétaires, aux personnes qui possèdent un bien immobilier et qui vont l'exploiter. Alors, de manière commerciale, entre guillemets, si c'est du meublé, ou de manière nue, si c'est une SCI calière, plutôt avec du foncier. Mais la SCI n'est pas adaptée pour effectuer de la sous-location professionnelle. On est vraiment sur une activité commerciale, donc il faut vraiment une société commerciale, SAS, SARL, ça fonctionne très bien. Il serait également possible de l'exercer en nom propre, mais fiscalement c'est peu intéressant. Donc je dirais pourquoi pas pour démarrer. Si le fait de créer une société peut faire peur parce qu'on l'a jamais fait, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Pourquoi pas démarrer comme ça, mais fiscalement c'est pas du tout intéressant. Donc il vaut mieux basculer tout de suite sur la structure commerciale. D'accord, très bien. Et dans ce cas-là, quels sont les droits du sous-locataire quelque part et quels sont les points de vigilance absolument à ne pas négliger dans un contrat dérogatoire de sous-location? En fait, ce qui est intéressant avec ce type de bail, c'est que tout est possible. On peut quasiment tout faire du moment où le locataire est OK et que le propriétaire est OK. Il faut simplement écrire les choses. Donc il faut être vigilant sur quoi? Sur à peu près tout, déjà sur l'état des lieux, comme lorsqu'on loue un bien, lorsqu'on va louer le bien, il faut faire un état des lieux précis pour pouvoir faire un état des lieux de sortie aussi lorsqu'on va rendre le bien et qu'il soit dans le même état. Après, on peut se mettre d'accord sur différentes choses. Est-ce qu'il y a des travaux à faire dans le bien? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Donc du coup, il peut y avoir une compensation pour le locataire. Si moi, en tant que locataire, je prends un bien dans lequel je fais des travaux, eh bien, je souhaite que mon propriétaire m'accorde peut-être 6 mois de gratuité, par exemple, en fonction du montant, de l'ampleur des travaux. La taxe foncière, est-ce qu'elle peut être supportée par le locataire? Elle peut, si c'est écrit, si c'est mentionné, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Taxe d'habitation, il n'y en a pas puisque la taxe d'habitation, c'est le locataire qui le paye au 1er janvier, le locataire qui vit dans le logement. Ici, personne n'y vit. En revanche, on aura la taxe de séjour à payer. Quoi te dire d'autre sur les points de vigilance? La caution, évidemment, il y a une caution à verser. L'état de l'appartement ou du bien immobilier, est-ce qu'il est bien meublé, est-ce qu'il est bien équipé? Voilà, en fait, je dirais que vraiment le point de vigilance, c'est d'écrire les choses sur le bail. Il faut que tout soit bien mentionné parce que tu sais ce qu'on dit, c'est que les écrits restent, les paroles s'en vont. Donc bien écrire les choses, on fait quelque chose de commercial, une activité professionnelle. Donc on laisse rien au hasard, on se comporte comme des professionnels et on encadre les choses par écrit. Très bien, super, merci beaucoup Jean. Dernier mot de la fin, si quelqu'un se lance aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Lance-toi, t'as raison, fais-le. Non, il faut faire les choses. Je pense que quand on n'a pas fait les choses, on se dit toujours j'ai peur, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup?
il faut tester les choses. Au final, quel est vraiment le risque? Il n'y a pas un risque Oui. si important que ça. Si ça ne vous convient pas, bah, vous arrêtez, tout simplement. Si ça vous convient, bah, au moins, voilà, vous avez un pied dedans et c'est normal de faire des erreurs. Forcément, vous allez faire des erreurs. Malgré l'expérience que j'ai aujourd'hui, au niveau de la division ou même de la sous-location, si je me lance dans un nouveau projet demain, bah, je sais que je vais pas tout faire parfait. Je vais aussi faire des erreurs. Alors bien sûr, je ne ferai pas les mêmes erreurs de débutant que j'ai faites au départ, mais je ferai peut-être d'autres erreurs. Et des erreurs, c'est pas des choses graves parce que ça se corrige. Donc je pense vraiment qu'il faut passer à l'action parce qu'il n'y a que ça qui paye. Très sincèrement, il n'y a que ça qui paye. On peut rêver de certaines choses, penser à certaines choses, comment seraient nos projets, etc. Mais tant que c'est dans notre tête, c'est du rêve, c'est pas de l'action. Il faut avancer, il faut passer à l'action, il faut faire les choses. C'est ce que je pense très sincèrement. Tout à fait, je suis absolument d'accord avec lui. On a eu une conversation très intéressante hier et on a constaté qu'on est pas mal alignés sur C'est vrai. des stratégies et sur la manière de voir Mm. l'immobilier. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors aujourd'hui, je suis à Milan, mais je vais rentrer à Lyon. Sinon, Sur sur quel site? Internet, Sur les réseaux sociaux? alors oui, bah, sur les réseaux sociaux, j'ai un site Internet, j'ai créé un organisme de formation qui s'appelle Mon Capital Immo, donc éventuellement sur ce site web ou alors sur Facebook, YouTube, éventuellement, vous tapez Mon Capital Immo et vous allez me retrouver. Bien sûr. Merci beaucoup Merci à Jean. toi pour ton accueil, pour cette petite vidéo, c'était très sympa. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous allez appliquer les clés que Jean a eu la gentillesse de partager avec nous ce matin. C'est vraiment un professionnel de l'immobilier qui a fait de nombreuses opérations et qui a trébuché comme tout le monde, qui s'est relevé et puis qui est devenu de plus en plus fort et efficace dans chaque nouvel investissement en fait. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait sur son site. N'hésitez pas également à télécharger mon livre Créer un bien d'exception. Et puis j'espère à très vite pour de nouvelles interviews avec des personnes passionnantes. Merci. Merci Jean. Merci à toi.